Condensé de l'avant-propos sous forme d'extrait, pour ne pas oublier les aveugles non volontaires. Quant aux aveugles volontaires, passez votre route. Les microzymas sont à la racine même de l'organisation. Sans eux, pas d'organisation et pas de matière vivante. Antoine Béchamp, le 10 avril 1883. Le livre que je me décide enfin à laisser paraître est le fruit de longues recherches dont le point de départ a été l'étude d'un fait chimique très simple. On avait annoncé que le sucre de canne pur, dissous dans l'eau distillée, s'intervertissait avec le temps, même à froid. C'est-à-dire que ce sucre fixait ainsi les éléments de l'eau pour former les deux glucoses, de pouvoir rotatoire inégaux et de sens contraire, dont le mélange constitue le sucre interverti. Les chimistes savaient que l'interversion s'accomplit sous l'influence des acides puissants, lentement à froid, presque instantanément à ébullition. Il eût été remarquable qu'une réaction si profonde qui détermine un dédoublement de la molécule du sucre puisse s'accomplir sans cause provocatrice. J'ai donc répété l'expérience. L'interversion eut lieu, mais je notai en même temps qu'il y avait de la moisissure dans la solution. Je n'en tins pas compte d'abord et je publiai le résultat comme confirmation du fait énoncé. Toutefois, j'avais varié l'expérience. Dans l'une des solutions, j'avais ajouté du chlorure de zinc et dans une autre, du chlorure de calcium et le sucre ne fut point interverti. En y réfléchissant, j'en vins à me demander si la moisissure ne serait pas la cause provocatrice de la réaction. Ce fut un trait de lumière. Après quelques essais plus ou moins démonstratifs, j'ai institué plusieurs séries d'expériences qui ont duré de 1856 à la fin 1857. Le résultat fut concluant. L'interversion n'a lieu que consécutivement au développement de la moisissure. Et c'est ainsi qu'une recherche de chimie pure, en elle-même très simple, est devenue le point de départ d'études physiologiques qui m'ont occupé presque sans interruption pendant près de 30 ans. Le début a donc été modeste. Rien n'est plus ordinaire que de voir des moisissures se développer dans les solutions les plus diverses, organiques ou même minérales. Si je m'en étais tenu aux théories qui étaient reçues parmi les savants, j'aurais négligé la moisissure, après avoir, en historien fidèle, constaté sa présence. C'est pour n'avoir pas considéré le fait comme une rencontre fortuite qu'il en est résulté la découverte de la théorie physiologique de la fermentation, et plus tard, l'énonciation d'une doctrine nouvelle concernant l'organisation et la vie, dont ce livre contient l'histoire. J'ai dit que ce livre contient l'énonciation d'une doctrine nouvelle concernant l'organisation et la vie. N'est-ce pas prétentieux? C'est pourquoi il faut s'expliquer. Théorie physiologique de la fermentation. C'est en cet état de la science que j'ai commencé l'étude de l'interversion du sucre de canne. J'avais eu soin de m'assurer de la pureté du sucre que j'employais. J'avais insisté notamment sur le fait qu'il était dépourvu de matière albuminoïde. Je n'avais donc, dans mes solutions, rien que l'on pût considérer comme pouvant, par altération spontanée, donner naissance à un ferment. De ces expériences, ainsi réduites à leur plus simple expression, j'ai immédiatement déduit plusieurs conséquences du premier ordre. 1. L'eau sucrée ne s'intervertit pas à froid, c'est-à-dire que le sucre de canne ne fixe pas spontanément les éléments de l'eau pour former le sucre interverti. 2. L'interversion est consécutive au développement des moisissures. 3. Les moisissures sont des ferments. 4. Les moisissures créent la matière albuminoïde de leur tissu. 5. Les moisissures ne sont pas le fruit de la génération spontanée. 6. Les moisissures ont pour origine des germes atmosphériques. 7. Les moisissures intervertissent le sucre de canne de la même manière que la diastase saccarifie l'amidon, c'est-à-dire qu'elles produisent, outre la matière albuminoïde proprement dite, une substance analogue à la diastase, c'est ce que plus tard j'ai appelé une zymase. 8. Je distinguais ainsi très nettement les ferments solubles des ferments insolubles. Le ferment soluble étant produit par la moisissure ne pouvait plus être considéré comme une substance en voie d'altération, pas plus que la moisissure elle-même. Plus tard, j'ai généralisé ce fait expérimental en prouvant que toute zymase était produite par une production organisée, cellules, bactéries ou microzymas. 9. Certains sels favorisent le développement des moisissures, d'autres l'entravent. 10.
la créosote ou l'acide phénique, c'était tout un pour moi, empêchent l'interversion des solutions sucrées parce qu'elles tarissent la fécondité des germes de l'air ou leur multiplication. Je donnais ainsi la solution du problème de l'antisepticité. 11. La créosote employée à dose non coagulante n'empêche pas l'action des moisissures déjà développées de continuer. 12. J'ajoute que ces deux propriétés de la créosote ont permis de résoudre définitivement le problème de l'hétérogénie. Alors l'hétérogénie, c'est ce qu'on appelle la génération spontanée. Dans le mémoire tel que je l'ai adressé à l'Académie des sciences à la fin de 1857 et qui a été publié en 1858 en septembre aux Annales de chimie et de physique, tout est fondamental et nouveau. Voilà pourquoi je l'ai reproduit en grande partie dans la deuxième conférence avec les développements nécessaires que d'autres expériences lui ont apportés. Mais j'avais en outre fait une autre observation qui a été fertile en conséquences inattendues. Il s'agit de la découverte des microzymas et par suite de la nature et de la fonction des granulations moléculaires. Les microzymas ou granulations moléculaires. Sous la dénomination générale de moisissure, je comprenais tout ce qui, dans ces solutions, opérait l'interversion du sucre et l'acidification de ces solutions. Or, dans quelques expériences où pourtant l'interversion se produisait, je ne voyais que des formes microscopiques extrêmement petites, sans analogue à ce que l'on connaissait parmi les infusoires. Ces formes, que la mémoire de 1857 désigne par l'appellation de petits corps, je les ai considérées comme organisées, les regardant pareillement à des ferments. Peu à peu, j'ai été amené à les comparer aux granulations moléculaires que M. Berthelot, dans ses recherches sur la fermentation alcoolique, à la même époque, avait notées sans leur attribuer de rôle, les considérant comme matière amorphe. Puis enfin à toutes les granulations moléculaires des auteurs que l'on spécifiait comme animées du mouvement brownien. Dans une lettre à M. Dumas en septembre 1865, je rapproche même les granulations moléculaires de la craie et du lait. Enfin, en 1866, dans une note sur le rôle de la craie dans les fermentations lactiques et butyriques, je les nomme microzymas. La découverte des microzymas, considérée comme une nouvelle catégorie d'êtres organisés, a été fertile en conséquences théoriques et pratiques d'une importance considérable. C'est elle qui, lorsque j'eus constaté que les microzymas de la craie, ceux du lait, aussi bien que ceux de l'atmosphère, peuvent, par évolution, devenir bactéries, nous a permis à M. Estor et à moi-même de démontrer que les granulations moléculaires des cellules, des tissus et des humeurs sont non pas des granulations amorphes, graisseuses ou autres, mais bien des formes réellement vivantes et organisées. Bref, de cette constatation, il découlait que les organismes vivants, même les plus évolués dans la série des êtres, recèlent la vie dans une partie quelconque détachée de cet être. J'ai dit qu'autrefois on n'entrevoyait pas comment il serait possible d'attaquer expérimentalement le problème de l'organisation et de la vie. En fait, on concevait l'être vivant comme un tout indivisible dont toutes les parties vivent de la vie de l'ensemble. Après le trépas, tout est supposé mort dans l'homme, dans l'animal qui vient de mourir, tout est mort. Il n'y a pas 2 ans, m'entretenant de ces questions avec un médecin anglais, je lui parlais de la persistance de la vie dans le cadavre. Il sourit de façon significative. C'est l'opinion commune. Ces conférences ont pour objet de démontrer que l'unité vitale irréductible, physiologiquement indestructible, dont la cellule même est formée, n'est autre que le microzyma. Il est la forme vivante, réduite à sa plus simple expression, ayant la vie en soi, sans laquelle la vie ne se manifeste nulle part. Bref, le microzyma est l'unité vivante, et c'est ce qui ne peut être affirmé de la cellule. Je ne suis pas arrivé d'emblée à concevoir cette idée, qui découle des faits comme d'une source limpide. Les conférences retracent l'histoire de son développement. Il y a près d'un quart de siècle qu'elle a été formulée et que ses conséquences, même les plus éloignées qui touchent à la pathologie, ont été déduites. M. Estor, qui travaillait près de moi, est devenu de bonne heure mon collaborateur dévoué et convaincu, si bien que dans certaines parties, je ne sais pas distinguer entre lui et moi. J'ai dit que les vérifications n'avaient pas manqué. En Allemagne, les microzymas ont été découverts sous d'autres noms. M. Estor et moi n'avons jamais, en parlant des microzymas normaux des êtres organisés, entendu parler que d'animaux sains et vivants, c'est-à-dire examinés aussitôt après avoir été sacrifiés.
quand il y avait lieu de noter d'autres circonstances, nous avions toujours soin de le faire. C'est ainsi que M. Estor, guidé par la théorie, avait constaté la présence de microzyma en chapelet de bactéries dans la matière de kystes examinés aussitôt couverts, prouvant ainsi que les microzyma pouvaient évoluer sur le vivant, dans le corps de l'homme lui-même, dans l'état pathologique. Par suite, on s'est imaginé que les microzyma sont des êtres vivants étrangers dans l'organisme. De là l'erreur de ceux qui, apercevant enfin les microzyma dans les tissus devenus malades, les prennent invariablement pour des parasites dont on a fait des genres et des espèces. J'ai consacré toute une conférence, la 11e, pour redresser ces erreurs. Le microzyma n'est pas un étranger dans l'organisme vivant. Au contraire, c'est en lui que se trouve concentrée la vie et l'activité de chaque centre vivant dans cet organisme, chacun selon le but qu'il doit atteindre. En dehors des maladies vraiment parasitaires, il n'y a pas, primitivement, originellement, de germes de véritables maladies, variole, syphilis, fièvre typhoïde, charbon, etc., dans l'air. On n'en a jamais démontré l'existence. Dans l'air, il y a des microzyma. M. Pasteur les nie, et je démontre qu'ils sont ceux des organismes disparus, qu'ils peuvent être accidentellement morbides, mais perdant leur morbidité par suite d'un changement que je constate expérimentalement. J'ai été longtemps à comprendre le motif de la persistance des attaques de M. Pasteur. Je crois que la situation est éclaircie. Si les microzyma existent, et si la théorie qui découle de leur découverte est vraie, le système contraire est faux. Et si du commencement à la fin, ce livre a pris le caractère d'une polémique contre M. Pasteur, dont j'aime pourtant à proclamer le mérite, il n'y a pas que l'incident à Londres. Il y a sa parole qui acquiert tant d'autorité de la situation éminente qu'il occupe si justement. Je ne pouvais m'empêcher de faire remarquer qu'ayant pris pour base de ses derniers travaux sur l'étiologie des maladies une hypothèse non vérifiée et des principes que l'observation n'a jamais confirmés, il engageait la médecine dans une mauvaise voie. Et maintenant je finis en exprimant à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine mes sentiments de profonde reconnaissance. La première de ces illustres compagnies a toujours admis nos communications et nos réclamations dans les comptes rendus de séance. La seconde a bien voulu écouter mes communications avec la bienveillance qu'elle ne refuse jamais à ceux qui cultivent la science avec désintéressement. Lille, le 12 mars 1883. Ceci n'est qu'un condensé de l'avant-propos, suivent près de 1000 pages découpées en 14 conférences, présentées aux étudiants en médecine de l'époque, développant 30 années de recherche aboutissant à la nouvelle doctrine concernant l'organisation et la vie.